Point de vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV en ce mardi 24 juin. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, 12 jours après les frappes israéliennes et les attaques ce week-end des États-Unis sur l'Iran, Donald Trump a annoncé ce matin l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu de 24 heures. Un cessez-le-feu qui semble déjà fragilisé, peut-être même rompu à l'heure où on se parle. Analyse et décryptage dans un instant avec le général Dominique Trinquant. Pas de fumée blanche pour le conclave des retraites. La réunion de la dernière chance s'est soldée hier soir par un échec, mais le Premier ministre veut encore y croire. Il a convoqué ce matin à Matignon les partenaires sociaux pour trouver un accord. On y reviendra avec le politologue Guillaume Caline de l'Institut de sondage Verian. On verra avec lui comment les débats sur les retraites ont influé sur l'opinion des Français. Pour terminer cette émission, on parlera d'une grande dame de la haute couture, Madame Gray, une icône un peu oubliée. Sa petite fille revient sur sa vie, le parcours de sa grand-mère à travers un récit tout à fait poignant. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour, Général Dominique Trinquant. Bonjour Anne-Emmanuel. Vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York, spécialiste des relations internationales. Vous venez régulièrement sur notre plateau nous décrypter la situation internationale, notamment la guerre actuelle entre Israël et l'Iran. Nouveau coup de théâtre. Ce matin, Donald Trump a annoncé cette nuit un cessez-le-feu de 24 heures, 12 jours après Israël et l'Iran. Déjà, pourquoi cette décision de Donald Trump ? Je pense que M. Trump reprend la main. L'opération en Iran a été lancée par M. Netanyahou, qui a beaucoup poussé son allié américain à le rejoindre. L'allié américain l'a rejoint avec force, avec des moyens considérables, mais sur un objectif bien défini, c'est-à-dire les nucléaires iraniens, sans aller vers le changement de régime. Et là, il reprend la main, c'est-à-dire la paix par la force. Après avoir tapé fort, le président américain obtient des Iraniens et des Israéliens qu'il y aurait un cessez-le-feu. Alors tout ceci est très frais, ça date d'hier. Oui. Donc il va falloir voir les effets. C'est un cessez-le-feu. Ça dérape toujours un peu dans les heures qui suivent. Il y a des missiles qui sont déjà partis, des pilotes qui sont déjà en l'air, des missions qui sont planifiées. C'est un petit peu le cas, voilà. C'est ça. On se demande s'il n'est même pas rompu, en tout cas fragilisé. Les Israéliens accusent les Iraniens d'avoir envoyé des missiles. À l'heure où on se parle, l'Iran dément d'avoir lancé les missiles sur Israël. Concrètement, donc ce cessez-le-feu-là, comment il va fonctionner là ? Alors le premier point, je disais que le président Trump reprend la main, c'est-à-dire que les deux belligérants, les Iraniens comme les Israéliens, n'ont pas intérêt à continuer. Les Iraniens, pourquoi ? Parce qu'ils sont battus, en clair. Le programme nucléaire, on ne sait pas s'il est complètement détruit, mais au moins retardé pour 10 ans. Donc ils ont perdu cette partie, ils sont capables de frapper Israël, mais de façon limitée. Oui. Israël, de son côté, ne peut pas continuer sans l'appui américain. Il a besoin de l'approvisionnement en armement, en carburant, etc. Ils ont déjà été appuyés ce week-end par les frappes américaines des Israéliens. Pardon ? Ils ont déjà été appuyés, les Israéliens, par les Américains via les frappes du week-end. Aujourd'hui, si M. Trump décide d'arrêter, les Israéliens ne peuvent pas continuer. Donc les deux, sous la pression américaine, sont contraints de s'arrêter. Combien de temps ça va s'arrêter ? Ça, c'est une grande question. Deuxième point, le volet changement de régime, qui était le deuxième objectif de M. Netanyahou, et dont il faut se souvenir que M. Trump avait dit peut-être, peut-être pas, il ne savait pas exactement. Eh bien, ce volet de changement de régime, évidemment, ne fonctionne pas aujourd'hui. Est-ce qu'il fonctionnera demain dans un régime affaibli, qui n'a pas su protéger la population iranienne ? C'est une question à venir.
24 heures annoncées, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite justement? Une reprise des négociations, que les Américains, les Iraniens se retrouvent autour de la table? On se rappelle qu'ils devaient se retrouver le 13 juin à Doha. C'est possible là qu'ils se reparlent directement ou c'est vraiment inenvisageable? C'est possible, mais à négocier sur quoi? Il faut rappeler que nous sommes dans cette situation à cause d'une faute américaine. En 2015, il y avait un accord, le JCPOA, qui maintenait l'enrichissement de l'uranium à 3,5%. Oui. Bon. En 2018, le président Trump a décidé de déchirer cet accord. Résultat, les Iraniens ont continué à enrichir jusqu'à arriver, on pense, à plus de 60% aujourd'hui. Oui. Ce qui est une capacité qui va conduire à une capacité nucléaire. Et là, les Américains, puisqu'il n'y a plus d'accord, et que l'accord, y compris la négociation à Oman, n'est pas nulle part, ont décidé de le frapper. Donc c'est ce que j'appelle la paix par la force. Ils ont utilisé la force parce qu'ils avaient décidé d'arrêter les accords antérieurs. Alors est-ce qu'aujourd'hui ils veulent revenir à des accords? On ne sait pas, parce que le nouvel accord proposé à la fois par les Européens et par les Américains, c'est 0% d'enrichissement. Si les Iraniens acceptent ça, c'est la preuve évidente d'une défaite. Ce qui me conduit à penser au changement de régime après. Un régime tellement affaibli qu'il ne peut pas défendre son peuple et qu'il est obligé de mettre une croix sur un programme qu'il considérait comme essentiel est extrêmement fragilisé et peut courir à sa propre perte. Alors, essentiel, un programme essentiel, surtout à la survie du régime des Mollahs. C'était leur assurance vie, quelque part. Bien sûr. Le parallèle avec la Corée du Nord est évident. Le dictateur en Corée du Nord a une arme nucléaire. On ne pense pas pour attaquer la Corée du Sud, mais simplement pour se protéger. Et l'Iran fait la même chose, avoir une arme nucléaire pour se protéger. Au passage, ça va être une incitation à beaucoup de pays d'avoir l'arme nucléaire. Puisque quand on n'a pas l'arme nucléaire, on est attaqué, voire l'Ukraine, voire l'Iran. Quand on a une arme nucléaire, on n'est pas attaqué, voire la Russie, voire la Corée du Nord. La Corée du Nord. Alors, quelles sont les options là pour le régime des Mollahs, le régime iranien là? Quelles sont les options sur la table? Alors, l'option sur la table aujourd'hui, c'est de jouer la fibre nationaliste. Une grande partie de la population iranienne est contre le régime. Mais une intervention extérieure n'est pas acceptable. Donc, le régime des Mollahs joue sur la fibre nationaliste, c'est le premier point, et deuxièmement, sur la répression. Et donc, on va voir dans les semaines qui viennent si cette fibre nationaliste sera suffisante pour asseoir le régime des Mollahs, ou si la répression... La répression en interne. En interne, bien sûr. Qui continue. Qui continue, va être telle que là, attendez, vous nous réprimez alors que vous êtes faible, en fait. Et donc, on va voir si des mouvements peuvent apparaître dans la population. Mais il est important que les frappes s'arrêtent pour empêcher la fibre nationaliste de prendre le dessus vis-à-vis du régime honni des Mollahs pour la population iranienne. Donc là, ce qui est en jeu, c'est l'opinion publique iranienne, peut-être de laisser du temps aussi à l'opinion publique, aux forces internes en Iran, de peut-être s'organiser et qu'elles puissent créer un mouvement qui puisse renverser les Mollahs. Ce serait un peu ça le calcul de Donald Trump, c'est ça? C'est un peu ça le calcul, très difficile à anticiper. Pourquoi? Parce que d'abord, quel accès à l'information ont les populations iraniennes. On sait qu'Internet a été coupé. Oui. On sait que M. Musk a en revanche connecté ces systèmes. Donc, quelle information passe? Je vous donne un exemple. Hier, les frappes sur la base de Doha. Bon, on sait maintenant que les Iraniens avaient prévu les Américains et les Qataris, et que par ailleurs, la base était quasiment vide. Donc, c'était un geste symbolique. Geste symbolique, nous ne sommes pas dupes. Mais les Iraniens, qu'en savent-ils? Sur la propagande en Iran, on dit bien sûr, vous avez vu, on est fort, on a frappé. Et c'est pour ça que les Américains s'arrêtent, parce qu'ils ne veulent pas d'escalade. Vous voyez comment on peut inverser l'information. Donc la grande question, c'est effectivement, qu'est-ce que les Iraniens en interne ont comme connaissance des sujets actuels, de la faiblesse du régime, de la force de
l'action extérieure, et en particulier des Américains, et donc de leur capacité, eux, à prendre leur destin en main contre le régime des mollahs. Alors, pousser la population iranienne à renverser le régime, ça peut être une option, effectivement. On a vu à quel point le Mossad a été infiltré, s'est infiltré en Iran. On peut imaginer une aide, entre guillemets, israélienne à la population iranienne dans ce sens? Alors ça, je pense que d'abord, le Mossad est très bien infiltré. Il va continuer à agir. C'est les actions de long terme. Il est infiltré depuis longtemps et il va faire des actions de long terme. Il a en particulier pris en compte des mouvements d'opposition iraniens qui interviennent sur les télévisions, en brouillant la télévision d'État et en faisant passer des messages. Par exemple, c'est un sujet important. Symboliquement, les Israéliens ont frappé la porte de la prison dans laquelle sont les opposants, pour remarquer que, bien sûr, ils soutiennent les opposants. Donc, quelle action va être continuée dans ce sens? Ça va être important. Et puis, ces actions d'infiltration du Mossad provoquent une paranoïa du régime des mollahs. Et le régime des mollahs devient complètement fou envers tout le monde. Et donc, la répression tape un peu dans toutes les directions, y compris à l'intérieur du système. Vous avez vu qu'il y a des responsables des passes d'Aran, par exemple, qui ont été arrêtés. Bien sûr. Eh bien, il y a probablement des passes d'Aran qui vont se dire, avant que ça n'arrive à nous, peut-être qu'il y a des mouvements à susciter. Donc, on est un peu dans le brouillard de toute révolution, de toute évolution à l'intérieur d'un régime, pour savoir comment ça va évoluer. Mais il est certain qu'au-delà des bombes, Israël, par le biais du Mollah et de l'influence, va chercher à influencer la population iranienne. Éliminer le guide suprême qui est plus fort que le président élu d'Iran, c'est une ligne rouge ou ça reste envisageable? Non, ça n'est pas une ligne rouge. Pour moi, c'est une option. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir la jouer. Le guide suprême est âgé, malade, enfermé dans un petit cercle. Vous savez, les régimes tiennent rarement à cause de la personne qui est en tête du régime, mais du premier cercle. Les gens qui ont intérêt à maintenir ce régime-là. Et si les gens qui ont intérêt à maintenir ce régime s'aperçoivent qu'il risque de s'écrouler, il est possible qu'ils changent de camp et construisent quelque chose ailleurs. Il a déjà désigné, il me semble, des successeurs. Oui, alors il a désigné des successeurs, ça n'est pas complètement officialisé. Je rappelle que c'est un cercle un peu comme un conclave, puisque vous parlez dans les termes des conclaves, qui désigne le guide suprême. Bon, là on va voir ce qui se passe. Alors, quels sont les alliés autour de l'Iran? Que reste-t-il des alliés? La Russie s'est exprimée hier via Vladimir Poutine. Alors hier, il disait la Russie s'emploie à apporter son aide au peuple iranien. Tout à l'heure, suite à l'annonce du cessez-le-feu, le Kremlin annonce se réjouir de ce cessez-le-feu. Ça reste un partenaire important, la Russie, ou pas tant que ça? Alors, il y a un axe Russie, Iran, Chine, Corée du Nord, évident, qui soutient l'Iran, mais soutient avec peu de moyens. Les Russes ont fourni de l'armement anti-aérien aux Iraniens, on a vu les faits, il a été détruit par les Israéliens, donc c'est un bon test au passage. Donc la Russie se rallie à ce cessez-le-feu, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer au Conseil de sécurité. Parce que là, c'est une déclaration de M. Trump. Est-ce qu'il va y avoir une déclaration du Conseil de sécurité sur un cessez-le-feu et des ouvertures de négociations auxquelles les Américains vont être obligés de souscrire, puisque c'est eux qui en sont à l'origine, mais les Russes également, donc les Chinois et les Européens naturellement. Donc on va voir si ça va revenir sur une décision au Conseil de sécurité, pourquoi pas. Mais dans le soutien, à part les Russes, les Chinois sont plus importants. Parce que la route de la soie terrestre passe par l'Iran, et l'Iran est un hub vers l'Est. Vers l'Ouest, pardon, vers la Russie et l'Europe. Donc les Chinois ont intérêt à ce que les choses se pacifient en Iran pour pouvoir continuer à utiliser cette route de la soie en Iran. Par ailleurs, il faut rappeler que l'Iran fournit beaucoup de pétrole
à la Chine. Et donc la Chine a intérêt naturellement à ce que l'Iran puisse continuer à le faire. La Chine qui est plutôt discrète, non, sur le sujet, non? Elle est très discrète. Mais au active, passage, les Américains eux-mêmes ont fait appel à la Chine pour que le détroit d'Ormuz ne soit pas bloqué. Le détroit d'Ormuz qui n'est pas utile aux Américains, mais utile aux Européens et aux Chinois. Et donc, ils espèrent que les Chinois vont faire pression sur l'Iran pour que le détroit d'Ormuz ne soit pas bloqué. Bon, ces 12 jours qui viennent de s'écouler, c'est quand même la grande victoire du Premier ministre israélien, non? Complètement. Et c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, M. Trump veut reprendre la main, parce qu'au départ, c'est bien sûr M. Netanyahou qui a décidé, qui a engagé cette guerre. Et aujourd'hui, avec l'aide des Américains, on peut dire qu'ils ont au moins neutralisé ou retardé le programme nucléaire. On verra dans les jours qui viennent quelle appréciation on fait sur la destruction des installations nucléaires. Oui, parce qu'on n'en sait pas grand-chose. En 24 heures, c'est pas possible. Oui. Il faut à peu près une semaine pour établir tout ce bilan et voir où on en est et si vraiment ce programme nucléaire a été réduit à zéro, auquel cas les Iraniens, enfin le régime des Mollahs, le régime des Mollahs a perdu un atout majeur dans sa manche. Les pays arabes, comment ils réagissent, hein? Le 13 juin, le jour du premier jour des attaques israéliennes, l'Arabie Saoudite avait parlé de l'Iran comme un pays frère. Oui, enfin un frère éloigné quand même. Ils sont pas contents que les Israéliens fassent comme on dit, le sale boulot? Bien sûr, alors il faut revenir sur des éléments religieux. Il faut rappeler que l'Iran, avec le régime des Mollahs, c'est un régime chiite qui est très opposé aux sunnites, qui sont Arabie Saoudite, Koweït, Qatar. Donc je pense qu'ils regardent d'un œil bienveillant l'affaiblissement du régime des Mollahs. Ceci étant, dans la région du Golfe, ils avaient recréé des liens avec l'Iran. Oui, avec l'idée de faire de cette partie du monde une puissance économique. Donc, oui, bien sûr, mais en plus, parce que si vous voulez, tout ceci nous paraît éloigné géographiquement, pour eux c'est très proche géographiquement. Alors aujourd'hui, c'est le sommet de l'OTAN, c'est aujourd'hui et demain, ça se tient donc aux Pays-Bas à La Haye. Donald Trump devrait y participer, sommet de l'OTAN, donc avec les Européens, ça devait être l'Ukraine qui devait être au cœur du sujet finalement. L'Ukraine passe au second plan. L'Ukraine va passer au second plan. Pour M. Trump, il va clamer une deuxième victoire après la paix au Proche-Orient, d'appeler les Européens à prendre plus de responsabilités, à augmenter leur niveau de dépenses à 5%, avec l'artifice du 3,5% et du 1,5%. Mais bref, c'est sous la pression de M. Trump que les Européens font ça. Et sur ce plan, on peut critiquer M. Trump, mais il a raison. Comment les Européens, troisième puissance économique au monde, devraient-elles dépendre uniquement des Américains pour leur défense? Il faut absolument que les Européens se réveillent. Alors, ils sont en passe de le faire. Maintenant, on a des questions. En France, on peut la poser, en particulier sur les budgets. Oui, des questions financières. Bien sûr, quand on marque 3,5%, alors qu'on n'est pas capable aujourd'hui, budget 2025, de financer ce qui est prévu dans la loi de programmation, on peut se poser des questions sur notre capacité. Et pourtant, il est nécessaire que les Européens se réarment. Non pas dans une politique d'invasion, mais une politique de défense, tout simplement. De défendre nos démocraties. Face en particulier en Europe, à la Russie, qui, elle, augmente considérablement ses capacités militaires. Et on ne peut pas penser qu'une idéologie comme celle de M. Poutine s'arrête là, avec une augmentation telle qu'il est en train de la prévoir pour les années à venir. Merci, Général Trinquant, d'avoir été en direct avec nous. Je signale votre dernier livre, D'un monde à l'autre, comprendre les nouveaux enjeux géopolitiques qu'on voit à l'écran éditions. Robert Laffont, et puis on a une pensée aussi pour les deux Français qui sont otages en Iran, Cécile Collère et Jacques Paris, dont on voit les photos, otages depuis plus de 3 ans. La prison d'Evin, où ils sont incarcérés, a été touchée hier par les frappes israéliennes. Il semblerait qu'ils n'aient pas, eux, été touchés. Nous pensons à eux et à leurs proches. Merci. Général, d'avoir été avec nous. Allez, on passe à un autre sujet. C'est la réunion de la dernière chance. Hier, le conclave des retraites s'est achevé par un échec. Pas d'accord après 3 mois de négociations entre les partenaires sociaux. Le Premier ministre François Bayrou a annoncé ce matin qu'il allait rencontrer les différentes organisations. Le but, arracher un accord. Je vous propose d'écouter François Bayrou. C'était ce matin à 7h. Alors bien sûr, je peux naturellement comprendre qu'on constate un échec lorsqu'on est sur des positions radicalement différentes ou opposées.
Mais je ne peux pas accepter sans réagir qu'on se satisfasse d'échouer si près du but. Et encore moins, suffit d'observer l'actualité, encore moins lorsque notre pays et le monde traversent des moments si dangereux. De nombreux points d'accord étaient sur le point d'être actés. Sur le sujet si important d'une amélioration des calculs de retraite des mères de famille, sur l'âge auquel on peut partir à taux plein, sur un certain nombre de principes de financement, et un accord majeur se dessinait même sur un changement de gouvernance des retraites du secteur privé. Bonjour Guillaume Caline. Bonjour. Vous êtes directeur enjeux publics et opinion à l'Institut de sondage Verian. Alors, ce matin, on s'est réveillé effectivement avec François Bayrou à 7h du matin parce que pas d'accord trouvé hier soir entre les partenaires sociaux après 4 mois de discussion et négociations. C'est clairement un revers pour le Premier ministre, Guillaume Caline ? Effectivement, c'est clairement un revers, ou en tout cas un échec, et on voit bien à travers cette convocation de la presse très tôt ce matin, la volonté de reprendre la main de la part de François Bayrou par rapport effectivement à ce qui apparaît aujourd'hui comme un échec assez clairement, alors que finalement un succès de ce conclave aurait pu apparaître pour François Bayrou comme un marqueur assez fort de son mandat, alors que jusqu'ici justement il n'a pas vraiment marqué, on va dire, l'opinion publique par son action. Là, l'idée de 7h du matin, de reprendre la main, d'arracher quelque part un accord, il joue à travers ça sa survie, le Premier ministre. Il veut montrer par là effectivement qu'il agit, qu'il ne se laisse pas faire, et qu'il veut surtout réagir finalement aux menaces de l'opposition et aux menaces de motion de censure, parce que il voit bien effectivement à travers ça qu'il joue sa survie politique. Finalement, le conclave par rapport aux actions de François Bayrou depuis qu'il est arrivé, même si ça n'a pas beaucoup imprimé dans l'opinion, c'est quand même un de ses marqueurs, cette volonté de mettre autour de la table des différents acteurs, d'être dans la négociation et non pas dans l'imposition, ce qui aussi pouvait le distinguer de ses prédécesseurs ou même du président. C'était sa méthode et sa marque, et c'est ça qui est clairement remis en cause, et donc il met là aussi en difficulté. C'est pour ça qu'on voit sa volonté d'agir vite sur le sujet. Qu'ont annoncé les oppositions ce matin suite à cet échec du conclave des retraites. Le PS a déjà fait une déclaration, je crois, ce matin. Oui, le PS a, en tout cas, à travers son secrétaire général, a dit effectivement qu'il menaçait en tout cas éventuellement de faire une motion de censure s'il n'y avait pas de consultation du Parlement sur les nouvelles modalités, en tout cas. Mais le PS est aussi assez divisé sur ce sujet. Il n'y a pas non plus d'unanimité sur le fait de rejeter, de voter la motion de censure. Et on voit bien d'ailleurs que dans l'opinion, les choses ne sont pas complètement claires non plus. Même si François Bayrou est très impopulaire dans la dernière vague de notre baromètre de popularité, 76% des Français ne lui faisaient pas confiance, d'après notre baromètre pour le Figaro Magazine, ce qui est un des niveaux les plus élevés pour un Premier ministre. En même temps, on a seulement, on va dire, qu'un Français sur 2 qui souhaite une motion de censure. Donc on a quand même une part importante des Français qui ne font pas du tout confiance à François Bayrou, mais qui pour autant ne souhaitent pas qu'il y ait une motion de censure, parce que ça voudrait dire aussi une nouvelle instabilité, de nouvelles incertitudes par rapport à la suite. Veulent de la stabilité au sein du gouvernement, même si ils n'adhèrent pas en fait à la personnalité visiblement de François Bayrou. Alors donc des négociations là sur les retraites qui ont échoué. Est-ce que néanmoins, Guillaume Caline, l'opinion publique, elle s'est intéressée à ce conclave des retraites qui, je le rappelle, a démarré en janvier, c'est ça Oui, tout à fait. Ce qui est assez marquant, c'est qu'on sent un faible intérêt, on va dire, pour le conclave, et puis plus largement en fait pour la réforme des retraites. Non pas que le système
et que la question des retraites n'intéresse pas les Français, elle les intéresse, mais il y a quand même une certaine prise de distance par rapport à cette, on va dire, sempiternelle réforme des retraites. Et le sentiment finalement que le conclave, c'est qu'une nouvelle étape dont on ne comprend pas bien les contours. C'est un jour sans fin, quoi, quelque part. Exactement. Comme le film, un serpent de mer, un jour sans fin. Et on le voit bien, ça fait des années qu'il y a des réformes des retraites dont les Français ont du mal à comprendre à chaque fois les tenants et les aboutissants. Et ce qui donne aussi le sentiment chez les Français que finalement aucune réforme ne vient vraiment à chaque fois résoudre le problème, puisque tous les ans, tous les 2 ans... aussi, hein. Alors ça peut donner ce sentiment. Aussi le sentiment pour les Français, ça c'est aussi assez important, de ne pas très bien savoir à quoi s'en tenir, y compris pour leur propre situation. C'est-à-dire que pourquoi m'intéresser à cette réforme des retraites si j'ai 30 ans, puisque je sais bien qu'il y aura encore une dizaine de réformes avant que je sois touché. Ce qui conduit à une forme effectivement de mise à distance quand même par rapport à toutes ces réformes. Et je pense que le conclave, c'en est aussi une des nouvelles étapes, avec en plus cette idée finalement de parler de conclave qui donne aussi ce sentiment qu'on est sur quelque chose de très fermé, de très secret, hein, comme peut être le conclave lors de l'élection. La définition d'un conclave. Exactement. Oui. Et du coup, qui ne suscite pas non plus énormément d'intérêt chez les Français. Est-ce que néanmoins, puisque la presse a fait état tout au long de ces semaines, ces mois de discussion, est-ce qu'il y a des thèmes qui ont particulièrement intéressé l'opinion je pense par exemple, un terme qui a émergé, c'est la capitalisation. Notre système étant basé sur la répartition, on a parlé de capitalisation. Est-ce que, par exemple, ce thème-là ou d'autres ont particulièrement retenu l'attention? Pas du tout. Je pense qu'il y a effectivement un peu des changements dans la perception que les Français ont du système des retraites, mais qui sont des changements plus de moyen terme ou de long terme, mais qui sont très intéressants aussi à voir. On voit que les Français, ils sont attachés au système des retraites par répartition. Et d'après les enquêtes qui peuvent être faites sur le sujet, on voit qu'on a à peu près 60% des Français en général qui privilégient le système de retraite par répartition et 40% par capitalisation, qui est perçu comme plus risqué, aussi potentiellement plus inégalitaire. Pour autant, ce qu'on voit aussi, c'est même s'il y a cet attachement pour le système par répartition, il y a aussi beaucoup de critiques qui peuvent s'exprimer par rapport à ce système des retraites actuel, avec le sentiment qu'il est assez peu lisible, qu'il est très complexe, qu'il est aussi inégalitaire et du coup effectivement une certaine et surtout en fait des doutes sur sa capacité à perdurer finalement et sur sa question du financement et on le voit qu'il y a de toute façon chez un nombre croissant de Français le sentiment que comme ils ne sont pas sûrs de pouvoir bénéficier d'une retraite, ou en tout cas d'une retraite au niveau qu'ils le souhaiteraient, il y a la nécessité pour eux, alors pas forcément de capitaliser pour la retraite, mais en tout cas d'épargner d'une manière ou d'une autre, de prévoir en tout cas ces vieux jours de manière un peu plus individuelle et ne pas compter uniquement sur le système collectif. Ça, c'est un impact concret en fait de ces débats. Vous me dites, les Français finalement mettent, c'est ça, de l'argent de côté. On sait combien, c'est comment dire, il y a un montant qui est chiffré d'une moyenne de combien les Français mettent de côté justement en prévision de leur retraite. Alors des chiffres au niveau national, je n'en connais pas, mais en tout cas, on voit, et c'est là aussi où se pose la question, c'est que ça dépend aussi évidemment beaucoup des capacités financières de chacun, et ça peut aussi la redonner le sentiment aussi d'un système qui est assez inégalitaire, parce que ceux qui pourront épargner, évidemment, sont ceux qui peuvent se le permettre. Mais bien sûr. Est-ce que il y a sur ce sujet des retraites, du débat des retraites, des fractures selon les partis, selon les sympathisants de droite, sympathisants de gauche? Est-ce que les sympathisants de gauche sont plus intéressés par le sujet ou au contraire, c'est plus les sympathisants de droite? Ça a été étudié, ça, ou pas du tout? Oui, on a des différences en fonction effectivement des clivages politiques, avec des différences assez qu'on imagine assez naturellement, avec un attachement plus fort au système par répartition à gauche, et puis une ouverture plus forte au système par capitalisation chez les sympathisants de droite. Mais finalement aussi, ce qui peut ressortir plus parfois que le clivage politique, c'est aussi le clivage générationnel ou le clivage d'âge, avec notamment le sentiment finalement les retraités qui sont on va dire plus positifs et plus attachés au système actuel, avec le sentiment qu'ils fonctionnent bien puisqu'ils en profitent directement, qu'ils touchent leur retraite, alors que les doutes sur la pérennité du système,
la capacité aussi à pouvoir en bénéficier sont beaucoup plus fortes chez les plus jeunes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y sont pas attachés, mais il y a des vrais doutes sur sa pérennité. Alors justement, sur les réseaux sociaux, on observe un mouvement de ressentiment qui s'installe, qui oppose les retraités, les jeunes actifs. C'est notamment à travers un compte qui s'appelle Nicolas qui paye. Je vous propose d'écouter Alban Saint-Joigny. Il est de l'Institut de sondage Backbone, spécialisé dans l'étude des réseaux sociaux. Il nous détaille, il nous décrypte un petit peu ce phénomène et puis on y revient avec vous, Guillaume Caline. Il y a différents niveaux de sujets dont les internautes vont discuter en ligne. Donc la première des choses, c'est si on paye trop d'impôts aujourd'hui, c'est la faute des boomers, donc la faute des retraités. Il y a un deuxième sujet qui vient s'insérer dans ce premier discours, qui est vraiment celui de la gabegie de l'État. Donc cibler l'action de l'État, puisque savoir que ces discussions s'ancrent dans un contexte de déficit budgétaire certain. Le mouvement commence vraiment à devenir viral sur les réseaux sociaux depuis janvier 2025. Donc là, j'ai regardé, on a à peu près 250 000 messages et 800 000 interactions, ce qui en fait quand même un mouvement de viralité certain. Donc on a une audience aujourd'hui qui est plutôt masculine, à 70% d'internautes qui sont des hommes, donc, et 50% des internautes qui ont entre 25 et 34 ans. Donc on est vraiment dans ce fait générationnel. Oui, les chiffres qu'évoque Alban Saint-Joigny, les interactions sont importantes. C'est quoi? C'est le signe d'un malaise réel, justement, entre une certaine jeunesse et certains retraités, c'est ça? En tout cas, d'une certaine partie de la population, effectivement, qui s'exprime sur les réseaux sociaux et qui peut exprimer ce sentiment d'une injustice générationnelle. Ce qu'on voit dans les sondages, c'est que les choses sont assez partagées, finalement. On a une majorité, on a 60% des Français, selon un sondage récent, qui pensent qu'il y a un risque de conflit entre les générations. Donc le fait qu'il y ait des conflits possibles entre les générations, c'est déjà quelque chose qui inquiète les Français. Et là, on voit à travers effectivement ce phénomène sur les réseaux sociaux que ça en est une illustration. Après, effectivement, il faut toujours voir quel est l'impact réel au sein de la population. Là, à travers ce mouvement, effectivement, c'est Nicolas qui paye. Ce qui est intéressant de voir, c'est finalement quels sont ces ressorts exacts et finalement qu'est-ce que ça traduit. Est-ce que ça traduit vraiment un conflit entre les générations, les jeunes actifs contre les retraités par exemple, ou est-ce que ça traduit plus largement, ce qui semble aussi être un petit peu le cas, une nouvelle forme du ras-le-bol fiscal finalement, du sentiment qu'il y a ceux qui profitent et ceux qui travaillent, et que ça c'est finalement une opposition qu'on retrouve depuis longtemps, et que ce phénomène autour de ces Nicolas qui paye, c'est voilà on va dire une nouvelle forme de cette critique antifiscaliste dont les racines sont assez anciennes en France. Anciennes parce que les mouvements bonnet rouge, gilets jaunes, ou même aussi le mouvement Poujade dans son temps, avec c'est les artisans, les commerçants et chefs d'entreprise qui travaillent et qui critiquent la ponction des impôts, et finalement à travers ce mouvement sur les réseaux sociaux qui n'est pas vraiment un mouvement parce que c'est pas très coordonné, mais qui permet d'exprimer cette colère. Après dire, on ne sait pas exactement qui est derrière. Exactement. Donc il faut prendre aussi les choses avec précaution. Est-ce que c'est l'émanation d'un parti, d'un parti politique par exemple? Est-ce que c'est une initiative personnelle? Est-ce que on ne sait pas encore. Exactement, et c'est le principe effectivement de ces phénomènes sur les réseaux sociaux qui peuvent aussi amalgamer beaucoup de personnes à travers des messages aussi assez différents, ce qui fait que c'est pour ça aussi que c'est pas forcément très coordonné, parce que chacun peut y mettre aussi un peu ce qu'il veut derrière, entre le refus des boomers par exemple, ou le refus des assistés, etc. Comment ceux qu'on surnomme boomers vivent ces critiques? Ils sont donc accusés d'être égoïstes, d'être insensibles à la charge portée par les jeunes générations, et de profiter à travers il y a un Nicolas qui paye, et je crois qu'il y a un Bernard et Chantal qui profitent c'est une forme de caricature de retraités qui profitent de leur vie à travers des croisières, notamment sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend depuis plusieurs années, cette idée que la génération des baby-boomers aurait profité d'un contexte très positif et aurait aussi laissé en héritage à la fois une planète abîmée et puis une dette sociale très, très importante. C'est quelque chose qui s'exprime, qui trouve des échos
écho dans une partie de la population, qui trouve aussi parfois écho sur les réseaux sociaux. Mais je serais assez prudent sur l'écho réel aussi dans la population. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a aussi une forte solidarité intergénérationnelle malgré tout dans les enquêtes que l'on peut voir. C'est-à-dire, elle s'exprime comment? C'est les grands-parents qui aident leurs petits-enfants, c'est ça? D'une part, effectivement, et puis aussi d'un attachement aussi très fort des enfants à leurs parents, à leurs grands-parents, au travail qu'ils ont pu faire. Donc c'est vrai que c'est difficile aussi d'opposer les générations de cette manière-là, parce qu'on voit aussi qu'individuellement, chacun aussi reconnaît le travail accompli par ses parents, par ses grands-parents et aussi les générations. Donc je serais assez prudent là-dessus, et notamment on le voit sur la question des retraites aussi, parce que quand on demande aux Français quelles sont les solutions pour financer la réforme le système des retraites, l'idée de baisser les pensions ou l'idée de sous-indexer les pensions par exemple par rapport à l'inflation, et donc de faire porter la charge sur les retraités, c'est quelque chose qui est très peu soutenu par la population, et y compris chez les plus jeunes en fait. Le corps a apporté des nuances justement au discours Nicolas Quipay, parce qu'il parle d'un revenu disponible de 2 659 € par ménage de retraités en moyenne. Ça inclut donc le patrimoine et les prestations sociales. C'est un niveau de vie des retraités, dit le corps, comparable à celui de l'ensemble de la population. Ce qui est intéressant, c'est que quand on interroge les Français effectivement sur est-ce que vous avez le sentiment que les retraités aujourd'hui sont plus aisés que les actifs en moyenne, il reste en tout cas chez les Français le sentiment que les retraités sont plus pauvres en fait que la moyenne, et que du coup il n'y a pas du tout ce sentiment, en tout cas dans l'ensemble de la population, que les retraités profiteraient. Il y a une vraie attention justement à ne pas faire baisser le niveau de vie des retraités. Merci Guillaume Caline d'être venu en direct sur le Figaro TV dans Point de Vue. Je rappelle que vous êtes directeur enjeux publics et opinion à l'Institut de sondage Verian. Merci d'avoir été avec nous. Madame Gray, celle qu'on surnommait le sphinx de la haute couture, est une icône un peu oubliée à laquelle sa petite fille Anne Gray rend hommage à travers un très joli livre. En attendant qu'elle me rejoigne, eh bien, je vous propose d'écouter Nathalie Riquiel, qui était sur le plateau de l'émission Conversation Madame du Figaro TV. Elle rend hommage à sa maman, la créatrice Sonia Riquiel. C'est pas n'importe quel défilé, puisque c'est la dernière fois que ma mère et moi avons salué ensemble à la fin sur le podium. À la suite de cette dernière fois, Sonia n'était plus en état physiquement de venir sur scène ni de saluer. Et donc c'est à la fois une très jolie image. J'aime beaucoup le contraste du noir et blanc, et c'est une image qui correspond complètement à ce que je pense, à ce que je suis, à ce qu'elle était, une image de femme en mouvement, une image de liberté, une image de femme qui avance. Ce sont des mannequins dont on voit qu'elles sont contentes d'être là, qu'elles ne jouent pas la comédie, qu'elles n'ont pas été contraintes. Et il y a à la fois une très forte complicité entre ma mère et moi. On voit comment on se serre la main, comment on se tient la main. Voilà. Extrêmement forte. Enfin, on sent le... Je la soutiens un peu, et en même temps, on est très très proches. Bonjour Anne Gray, attention à mon micro. Vous êtes, Anne, la petite fille de Madame Gray. Madame Gray, c'était une très grande couturière. Elle a été surnommée le sphinx de la haute couture, une personnalité qui a compté dans le monde, un petit peu oubliée. Alors Madame Gray, est-ce que, avant qu'on rentre dans le détail de sa vie tout à fait étonnante, c'est quel style Madame Gray, s'il fallait le résumer? Le style, elle est connue pour le style de ses créations, qui est une élégance qui traverse les décennies, puisque c'est porté aujourd'hui en vintage, par exemple, par Angelina Jolie dans des soirées. Et son personnage, c'est une figure en apparence hiératique, un sphinx. Oui, avec son turban. Avec son turban. En effet, elle a été connue dans le monde entier parce que c'était le couturier au turban. Mais c'est aussi un personnage à la vie romanesque, très méconnu. Que vous racontez. Son style, c'est effectivement un style notamment de drapé. C'était ça, sa signature. Oui, sa signature, c'est le pli Gray. Ce sont des drapés qui s'ordonnent autour du buste, qui sont faits pour mettre en valeur les épaules, la partie supérieure
l'intérieur du corps qui s'enroulent avec un système de découpe qui laisse la peau en transparence apparaître. Ils sont comme des nervures, des plis très serrés de quelques millimètres qui sont cousus les uns aux autres. Une créatrice qui travaillait son tissu comme un sculpteur, vous diriez, c'est ça ? En effet, elle souhaitait être sculpteur quand elle était jeune et l'opposition de son père l'en a empêchée, mais en découvrant le tissu, la matière, elle l'a utilisé comme une matière à sculpter. Est-ce que pour ceux qui sont les moins de 20 ans, vous pouvez nous dire à quoi ça ressemblait la Maison Gray au moment de son apogée ? La Maison Gray, c'est au 1 rue de la Paix, qui est une adresse extrêmement prestigieuse du Paris de l'élégance connu dans le monde entier. C'était de grands salons blancs en angle. C'était une maison silencieuse, où les portes restaient fermées. C'est comme s'il y avait des mystères, les mystères de l'élégance qui se jouaient dans les ateliers, derrière les portes et à tous les étages. C'est un rayonnement dans le monde entier, cette maison. Un rayonnement dans le monde entier. Elle était extrêmement fière de faire rayonner, en effet, autour du monde, le chic à la française, le savoir-faire de ses ouvrières. La beauté des tissus fabriqués aussi en France. Elle était très très attachée à cette mission. Quelles sont les personnalités très connues qui ont été habillées par Madame Gray à cette époque-là ? Alors, dans les années 30, la plus célèbre, évidemment, c'est Marlène Dietrich. Il y avait aussi Dolores Del Rio. Elle a habillé Jackie Kennedy, Edith Piaf, Sylvana Mangano dans le film Ulysse avec Kirk Douglas, l'actrice Maria Cazares. Elle a beaucoup travaillé pour le théâtre et sa première commande pour le théâtre, elle lui a été faite par Louis Jouvet et ça l'a lancée dans ce milieu artistique. C'est comme ça qu'elle a démarré, Madame. C'est comme ça qu'elle a démarré ses collaborations avec le milieu artistique. Elle aimait beaucoup les arts de la scène, puisque les arts de la scène mettent en valeur le vêtement grâce à l'évolution des comédiens. Alors et les lumières. Oui, c'est une femme qui aimait habiller les femmes, qui aimait les femmes. On le voit dans votre livre. Elle a à cœur de les avantager selon les silhouettes des unes des autres. Ça, c'était très important pour elle. Oui, ses clientes étaient en quelque sorte ses adeptes, c'est-à-dire qu'elle savait que si elle se faisait habiller par Madame Gray, c'était toujours flatteur. Elle serait toujours à leur avantage, et c'est parce qu'en effet, sa mission, disait-elle, était de rendre belle la femme. Elle pensait avant tout à la femme quand elle travaillait et quand elle créait. Alors c'est une époque aussi, Madame Gray, où les femmes, en tout cas ses clientes, se changent plusieurs fois par jour. C'est une époque qui a vraiment disparu. Oui, c'est une époque pour les dames très fortunées, d'avenir recommander une robe d'après-midi, une tenue de plage, des robes d'intérieur, des robes d'hôtesse, robes de cocktail, robes du soir, grand soir. Et évidemment, les toilettes des jeunes mariés aussi. Oui, et beaucoup de jeunes filles qui faisaient faire leur robe de mariée chez ma grand-mère. Les jeunes filles de la bonne société, de l'aristocratie ou des familles de milliardaires étrangers, etc. Oui. Alors, c'est une maison qui a très bien fonctionné, qui a eu beaucoup de succès, elle a gagné beaucoup d'argent à travers un parfum aussi. Oui, Cabochard, qu'elle a lancé en 1958, qui permettait finalement à toutes les femmes, même celles qui n'auraient jamais pu franchir la porte de la Maison Gray, d'avoir l'esprit Gray sur elle. Et pour les clientes, d'être finalement totalement en Gray. Alors, des difficultés arrivent, des difficultés financières arrivent dans les années 80 notamment, et vous revenez entre autres sur ce sujet. Elle fait appel à un certain Bernard Tapie pour redresser la maison. Alors, Bernard Tapie, Madame Gray, c'est vraiment deux personnalités très très opposées. Oui, très opposées. Elle, en fait, ma grand-mère était prête à tout pour pouvoir continuer à créer jusqu'à son dernier souffle, je dirais. C'est une travailleuse acharnée. Et donc, les Mitterrand, la gauche, lui a présenté Bernard Tapie, qui à ce moment-là était très en vogue dans le monde des affaires. Et elle y a cru. Et elle a déchanté.
Et qu'est-ce qui s'est passé alors, racontez-nous. Il s'est passé que, effectivement, la haute couture, à cause du prêt-à-porter dans lequel elle n'avait jamais voulu s'engager vraiment, était déficitaire. Et que finalement, Bernard Tapie, qui espérait racheter les parfums qu'elle avait déjà vendus pour financer la couture, n'a pu obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il voulait avoir les parfums et la couture. Il s'est rendu compte que ça serait impossible, il s'en est désintéressé. Il a revendu à Jacques Esterel et ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé. En mai 87, c'est le cataclysme, c'est ça, dans la Maison Gray, vous diriez ça, vous racontez cet épisode assez tragique de mise à sac, vous diriez, de la maison. C'est comme une scène de guerre, c'est-à-dire que tout s'effondre d'un seul coup, c'est-à-dire que sa vie... et aussi son passé, c'est toutes les années. Oui, c'est la banqueroute, puisqu'en fait, les loyers de l'immeuble n'avaient pas été payés depuis 2 ans. Par Bernard Tapie ? Oui, sans doute, oui, par son groupe en tout cas. Et bien, en fait, personne visiblement n'a éprouvé de remords à vider. Comme on vide un vulgaire carton, à vider l'ensemble de la maison. Oui, c'est ce que vous racontez dans votre livre, c'est toutes les fenêtres ouvertes et puis tout est jeté, tout est jeté dans des camions, dans la cour. Et puis la Maison Gray était aussi un morceau d'histoire de la rue de la Paix et du quartier. Tout le quartier, bien sûr, connaît. Sachant ce qui se passait, des personnes sont venues se servir. Qu'est-ce qu'ils ont pris ? Des robes dans les bennes, Des archives ont disparu. Oui, des archives ont disparu, oui. C'était ça aussi l'idée de faire ce livre, Anne Gray, de revenir sur la trajectoire de votre grand-mère, son héritage. Après cet éparpillement, dans le sens premier du terme, il fallait lui rendre hommage et la remettre sur. Oui, je souhaitais lui rendre hommage parce qu'il y a une facette de son personnage que nous n'avons pas évoquée, qui est qu'elle était une femme très indépendante, très libre et de bonheur. À la faveur de la guerre de 14, les femmes ont pu commencer à prendre un peu d'indépendance puisque les hommes étaient absents. Et grâce à ça, elle a pu s'émanciper. Elle est partie de très bonne heure de chez ses parents. Elle a eu un succès très rapide parce qu'elle avait énormément de talent et une force de travail énorme. Et elle était extrêmement indépendante puisqu'elle a toujours été seule à la tête de sa maison. Quand elle était une jeune femme très gracieuse, elle n'a jamais eu d'amant fortuné pour l'épauler. Et elle s'est toujours débrouillée toute seule. Et elle disait aux jeunes femmes qui venaient la voir souvent, surtout de travailler et d'être indépendante et ne dépendre de personne. Oui, ce qui est assez rare pour une femme de sa génération. C'est une femme qui est née en 1903 de mémoire. Elle avait une façon de travailler un peu. Elle rentrait en religion, si je puis dire, quand même, dans cette. On peut le dire que c'était une vocation. En fait, sa découverte du tissu a été comme un choc d'ordre, je dirais presque mystique. Elle a su qu'elle y consacrerait sa vie et qu'elle ne ferait rien d'autre. C'est ce qui la faisait se lever chaque matin. C'était quelque chose qui l'habitait totalement. Finalement, le reste, le monde autour avait assez peu d'importance. Toute proportion gardée. Mais oui, j'associe ça à une vocation, clairement. Il y a aussi un épisode absolument très triste et tragique. C'est la fin de Madame Gray, qui termine sa vie seule, abandonnée. Et elle décède, mais on connaîtra son décès officiellement qu'1 an plus tard. Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Il s'est passé que sa fille, sa mère, en fait, votre maman, oui, à partir du moment où la Maison Gray a été fermée, a soustrait ma grand-mère de son monde familier, a fait le vide autour d'elle, a éloigné ses amis. Et l'a emmenée dans le Midi, à Saint-Paul-de-Vence, c'était la maison de ma grand-mère, et puis ensuite l'a mise dans une maison, dans un endroit qu'elle ne méritait, que ma grand-mère n'avait absolument pas mérité de finir de cette façon. Il y avait plusieurs clientes qui étaient ses amies, qui l'estimaient énormément, qui lui avaient proposé de finir leur séjour, enfin sa retraite chez elle, dans des conditions douces et confortables, mais ma mère a décliné. Il y avait effectivement entre votre... C'était tout à fait indigne d'elle. Entre votre grand-mère et votre mère, des relations plus que difficiles tout au long de leur existence, c'est ça ?
Ma grand-mère a soutenu sa fille toute son existence. C'était son unique enfant, le fruit d'un amour passionné. Avec qui elle travaillait, hein, qu'elle a fait rentrer dans l'entreprise. Qu'elle a toujours gardé sous son aile, soutenue, oui. Et en fait, je voulais lui rendre hommage puisque c'est elle qui m'a éduquée. C'est ma grand-mère qui m'a éduquée jusqu'à mon adolescence et je lui dois énormément. Quel souvenir vous avez de cette grand-mère qui était effectivement celle qui vous a élevé, à laquelle vous étiez très attachée, qui elle-même était très attachée à votre égard? Mais elle m'a éveillée de façon tout à fait exceptionnelle pour un enfant. Avoir une grand-mère qui a une vie aussi particulière, c'était quand même beaucoup plus inhabituel que les professions des parents de mes camarades de classe. Elle m'a transmis l'importance du travail, de l'effort. Elle m'a aussi transmis la nécessité de la curiosité. Et puis c'était une grand-mère aussi comme toutes les autres, c'est-à-dire qui me prenait sur ses genoux, tendre. C'était très douce et... Oui, c'était un personnage extrêmement autoritaire, mais extrêmement posé. Et une toute petite silhouette menue, mais qui imposait sa prestance à ses employés. Énormément de charisme. Oui. C'était très étonnant de la voir dans les magasins ou dans des lieux comme les hôtels ou les restaurants qui arrivait et qui avait une autorité naturelle très, très impressionnante. Que reste-t-il aujourd'hui de la Maison Gray, de Madame Gray? Est-ce que actuellement, vous avez évoqué tout à l'heure Angelina Jolie, qui porte parfois ces tenues, ces fameuses tenues drapées, avec ces fameux plis. Que reste-t-il aujourd'hui? Quels sont les héritiers de Madame Gray? Dans la mode, vous voulez dire? Dans la mode, oui. Elle travaillait avant tout pour la beauté féminine. C'est-à-dire que c'était une femme qui créait pour les femmes. Et je dirais peut-être que dans la mode, aujourd'hui, pas toutes, mais très souvent, est-ce que les créateurs créent pour la beauté féminine? Pas forcément. C'est plutôt rare, cette préoccupation. Peut-être, on peut se poser la question. Est-ce qu'un... Qui donc parmi les créateurs actuels ou je pense je pense à Azzedine Alaya peut-être. Oui, évidemment. Azzedine Alaya était un grand adepte et un grand collectionneur. Ouais. Il a des centaines de modèles de Madame Gray. Évidemment, Azzedine Alaya s'en est beaucoup inspiré. Il y avait une exposition dernièrement à la Fondation Alaya. Oui, il y a eu une rétrospective Azzedine Alaya, Madame Gray, qui a duré jusqu'à l'année dernière. Qui faisait un parallèle entre leur travail et, en effet, si on regardait les modèles côte à côte, parfois on n'arrivait pas à distinguer qui avait créé quoi, ce qui faisait ressortir la modernité des créations de ma grand-mère aussi. C'est-à-dire que des modèles qui dataient des années 30, on aurait pu penser qu'ils avaient été... portée dans les années 80. Une mode finalement intemporelle, c'est ça? On pourrait la considérer comme un grand classique, c'est-à-dire qu'une valeur sûre qui finalement traverse les années comme un texte littéraire classique va traverser les générations. Alors, en préparant cette interview, j'ai appris qu'un jeune créateur, Mossi Traoré, que vous connaissez sans doute, peut-être, c'est le lauréat du prix 2020 Pierre Berger, lui rend aussi hommage à votre grand-mère. Il a créé les ateliers d'Alix. Alix étant le prénom de votre grand-mère. C'est une école qui forme la jeune génération au métier de la haute couture. Ça vous... que ressentez-vous de ce genre d'hommage de la jeune génération? Ça vous touche? Je ne sais pas s'il représente exactement la même génération. Je connais surtout l'école de la chambre syndicale de la haute couture, par laquelle je suis moi-même passée, qui vraiment représente le fleuron du savoir-faire concernant la haute couture. Que reste-t-il aujourd'hui? Vous avez parlé de ce cataclysme de la fin de la Maison Gray. Que reste-t-il des archives, des robes, de cette femme? Est-ce qu'il y a un projet Non, à ce niveau-là, je ne saurais pas vous dire. C'est-à-dire que le nom a été racheté par un groupe japonais qui s'appelle Yagi. Oui. Et le nom est en sommeil au Japon. Elle était extrêmement admirée au Japon de son vivant. Elle était rentrée, ses modèles étaient rentrés à l'Institut du costume de Kyoto. De son vivant, elle était
très connue à l'étranger. Elle est aussi, les modèles sont aussi collectionnés, ont été exposés au Met de New York. Ils sont présents dans des collections dans le monde entier. Oui. En octobre, il y aura une exposition à Berlin. Ah, très bien. Madame Gray. On pourra voir enfin des modèles de Madame Gray. On touche déjà à la fin de cette interview. Je recommande votre livre, Madame Gray. C'est un très beau livre. C'est à la fois poignant aussi sur la trajectoire de cette femme, de votre grand-mère, la trajectoire d'une femme mystérieuse. C'est un très bel hommage aussi d'une petite fille à sa grand-mère. Merci d'avoir été avec nous, Anne Gray. Point de vue, c'est donc déjà fini. Merci de nous avoir suivis en direct sur le Figaro TV. Merci de votre fidélité et on se retrouve demain en direct à midi. Soyez au rendez-vous.